Oh, bienvenue tout le monde. Merci d'être ici avec nous ce soir. Et je vous laisse le temps de vous installer. Est-ce que tout le monde est en place? Si vous êtes là, faites un petit coucou dans le chat, donnez votre nom et on va partir comme ça. Désolée pour le retard, il y a eu des problèmes techniques, mais ça va aller. Mon nom c'est Di. Asante. Et je suis là ce soir pour aider à modérer ces workshops sur le vaccin COVID. Dans un moment, on va bientôt commencer. Tout le monde est là? Tout le monde a mis son nom? Nous avons encore des problèmes techniques, on continue à arranger. Je ne sais pas si les gens de Facebook sont prêts, mais nous ici, on est prêts. Et sans beaucoup plus tarder, je veux me présenter tout d'abord. Mon nom c'est Di Mamik Asante et je travaille pour le Refugee Women's Network. Je suis le Community Promoter Health. En français, ça veut dire que je promote la santé publique dans la communauté. Ce soir, il ne s'agit pas de moi, mais je vais quand même tout de même parler de qu'est-ce que c'est le Refugee Women's Network. C'est une organisation sans but lucratif qui a été créée ici même à Atlanta il y a cela 20 ans. Et ça avait été créé par des femmes et pour aider les femmes réfugiées et immigrantes. Bon, leur but et objectif, c'est d'aider les femmes et les inspirer et les équiper à devenir autonomes et aussi à prendre de l'avant de l'initiative pour être capables de prendre le front et de devenir responsables des entreprises, responsables dans leur foyer et aussi pour la communauté d'origine. Et ça, c'était le but de Refugee Women's Network. Si vous avez des questions sur le Refugee Women's Network, pardon, veuillez envoyer un email sur riwn.org. Et ce soir, nous allons bavarder sur le sujet qui concerne le vaccin. Nous avons deux invités de notre communauté même. Nous sommes très honorés de vous présenter ce soir le docteur Kabanga de la République démocratique du Congo. Nous avons, elle est docteur du Congo et aussi elle poursuit sa carrière médicale ici. J'ai aussi le plaisir de vous présenter l'une de Congolaise aussi. Elle s'appelle Dr Malembe Ebama. Sandrine, elle est épidémiologiste au Centre de vaccins Équité et le Task Force de Global Health. Sans plus tarder, je veux passer le mot au docteur, mais avant, donnez-moi une minute s'il vous plaît. Si vous avez des questions sur le COVID, sur le programme de Health Promoter ou alors sur le Refugees Women's Network, veuillez, je vais mettre tout à l'heure mon email dans le chat. Vous pouvez m'envoyer un email et je répondrai à des questions.
Après nos docteurs, après que nos experts parlent de ce que c'est le COVID, le vaccin de COVID, on va rester pour un moment de questions et réponses. On a la chance d'avoir les experts, donc ils vont nous expliquer. Et après ça, s'il vous plaît, restez. Nous avons préparé un petit survey. Nous voudrions avoir vos feedbacks sur comment on a fait et qu'est-ce qu'on peut faire dans le futur. Merci beaucoup. Sans plus tarder, je passe la parole au docteur. Merci beaucoup, Maman Di, pour cette présentation. Je vais commencer et puis je laisserai la parole aussi à Maman Florence au cours de cette présentation, aussi pour parler. Je vais essayer de partager mon écran. Et Maman Di, si vous pouvez m'autoriser de pouvoir partager l'écran, ça sera... Tu l'as déjà demandé? Oui, on dit que you cannot start screen share while the other participant is sharing. Donc, Okay, let me stop sharing. I'm sorry. No. Go. Yeah, Mamadi, just yeah, stop sharing. That's all you need to do. Et vous pouvez voir l'écran maintenant? Oui, oui, maintenant ça va. D'accord, merci, c'est bien. Ok, donc bonsoir. Comme maman l'a dit, je m'appelle Dr Ibama Maembe Sandrine. Et ce soir, j'aimerais d'abord remercier Maman et ainsi que Mademoiselle Temple, les organisateurs de Refugee Women's Network, pour cette opportunité de pouvoir vous présenter l'importance du vaccin contre le COVID et particulièrement pour l'opportunité de pouvoir le faire dans la communauté francophone. Donc, je vous remercie beaucoup pour ça. Donc, ce soir, nous allons vous donner une vue globale de la pandémie COVID-19, puis nous allons aussi vous parler un peu du vaccin en général, ainsi que le vaccin COVID. Nous allons couvrir certains points concernant le vaccin COVID, notamment les personnes qui sont éligibles, la disponibilité du vaccin dans l'État de Géorgie, où nous habitons, le coût du vaccin et la vie après vaccination. Donc, nous vous donnerons aussi quelques ressources pour vous aider à vous inscrire si vous décidez de vous faire vacciner. Donc, vous savez bien que l'année 2020 a été une année de défis, comme nous n'en avons jamais vu auparavant. Donc, voici que nous y sommes maintenant, le mois de mars. Ça fait maintenant 1 an après que l'OMS ait eu à faire la déclaration sur la pandémie du COVID-19. Et nous avons vu l'impact de ce virus qui a causé 115 millions de personnes infectées et environ 2 560 000 morts. Quand nous regardons dans les États-Unis, nous voyons que les États-Unis dépassent tous les autres pays en nombre de cas et de décès. Donc, environ 25% des cas du COVID sont aux États-Unis et environ 20% des nombres des morts viennent aussi des États-Unis. Et à présent, nous avons déjà dépassé 515 000 morts. Dans l'État de Géorgie où nous sommes, nous avons dépassé 1 million de personnes infectées du COVID et presque 17 500 personnes qui sont mortes. Et si vous connaissez votre géographie de l'État de Géorgie, vous pouvez voir aussi sur cette carte de la Géorgie que la plupart d'entre nous qui vivent dans les zones, dans Atlanta Metroplex, nous vivons dans les zones qui sont les plus touchées par le COVID en Géorgie. Donc, nous avons Gwinnett, Fulton, Cobb et DeKalb County. Mais la bonne nouvelle est que le vaccin COVID est là et il peut nous protéger contre les maladies liées au COVID-19. Donc, sur ce point, je vais maintenant laisser la parole à Maman Florence pour continuer.
Merci beaucoup, Madame Sandrine, pour la parole. Je voudrais aussi dire merci aux organisateurs de ce workshop. Je pense à Madame Lee, je pense aussi à Mademoiselle Temple pour cette opportunité qu'ils nous ont donnée pour pouvoir présenter. Je vais aussi présenter mes excuses à l'audience parce que j'ai des problèmes de connexion. Si il arrive que je sois déconnectée, je crois que Maman Sandrine va continuer pour moi. Je ne peux pas contrôler ça, mais depuis ce matin, j'ai remarqué que j'avais un petit problème de connexion. Alors, je vous remercie aussi d'être là ce soir. Vous avez sacrifié de votre temps pour venir suivre ce workshop pour que nous puissions partager. J'appelle ça un partage. Nous allons partager ensemble ce que nous connaissons du COVID. Nous savons que c'est un nouveau virus et il y a beaucoup de choses qui sont encore en train d'être découvertes à propos. Donc, on ne peut pas dire à ce point qu'il y a quelqu'un qui connaît tout à propos du virus de COVID. Alors, s'il faut parler du vaccin, qu'est-ce qu'un vaccin? Le vaccin, c'est un médicament qu'on utilise pour prévenir l'occurrence d'une maladie. Donc, c'est comme un médicament qu'on utilise pour empêcher aux gens de tomber malades quand ils entrent en contact avec certains microbes, certains virus, certaines bactéries. Le vaccin mimique la présence du microbe qui cause la maladie, c'est-à-dire que quand on inocule le vaccin à une personne, le vaccin se comporte comme le microbe qui cause cette maladie particulière et ça stimule le corps à fabriquer ce qu'on appelle les anticorps. Les anticorps, c'est comme des militaires, c'est comme des soldats que notre corps fabrique pour lutter contre les microbes qui viennent nous envahir et nous faire tomber malades. Alors, je peux souligner ici un avantage du vaccin, c'est que même si une personne, quand elle est vaccinée et qu'elle parvient à entrer en contact avec les microbes, elle ne va pas présenter des symptômes sévères de la même façon qu'une personne qui n'a pas été vaccinée. Donc, ça, c'est l'avantage du vaccin. Alors, dans le prochain slide, nous allons voir ce que le vaccin de COVID, en bref, selon les données de CDC, a été approuvé. Et je pense que Maman Florence a le problème de connexion. Je vais Alors, ce vaccin, avant d'être approuvé, je suis là, vous m'entendez? Je m'excuse encore pour problème de connexion. Alors, le vaccin a été approuvé après plusieurs essais et expérimentations sur des personnes qui se sont portées volontaires, qui se sont présentées pour être vaccinées. Et puis, on a suivi l'évolution. On a vu comment ils ont développé les anticorps. Et selon les statistiques qu'ils ont eues, ils ont pu déterminer à quel degré le vaccin peut être efficace pour prévenir aux gens de tomber malades ou bien sérieusement malades quand ils entrent en contact avec le virus du COVID. Alors, ces essais qu'on a faits sur les personnes n'ont pas concerné les enfants de moins de 16 ans et les femmes enceintes. Bien que pendant les expérimentations, il y a eu des femmes qui sont tombées enceintes et je crois qu'on est en train de les suivre pour voir comment leur corps a réagi après qu'elles soient tombées enceintes et vaccinées du vaccin de COVID. Mais je crois que dans un futur proche, ou bien on a déjà commencé, il y a quand même des essais qui vont être faits sur les femmes enceintes et sur les enfants. Alors, je crois que c'est Maman Sandrine qui va prendre la parole pour nous parler du point suivant. Okay, merci encore, Maman Florence. Avec le développement rapide de la recherche au vaccin COVID, il y a certains qui peuvent s'inquiéter de la précipitation du vaccin, ce qui est normal. Et ces inquiétudes peuvent aussi créer une hésitation à l'égard du vaccin. Donc, je voudrais vous parler un peu des facteurs qui ont d'abord contribué au développement rapide du vaccin COVID. Donc, premièrement, la communauté scientifique avait déjà de la connaissance par rapport au coronavirus, car il y en a plusieurs variétés qui existent dans la nature. Donc, le virus qui cause la maladie du COVID s'appelle SARS-CoV-2 et elle fait partie d'une grande famille de coronavirus. Il y a au moins une centaine de variétés dans la nature. Et donc, y compris ça, il y a aussi eu une très forte coopération mondiale pour la recherche et la distribution du vaccin, car il n'y avait aucun pays qui a été épargné par la pandémie.
Et la dernière fois qu'il y a eu une pandémie de cette dimension, c'était en 1918. Donc, ils ont quand même pu tirer des leçons aussi par rapport aux effets et l'impact de la pandémie de 1918. Et la communauté scientifique a aussi établi des règles rigoureuses pour les études cliniques et l'avancement de la technologie. Et finalement, il y a un autre aspect qui est aussi important, c'est qu'il y a eu des volontaires qui étaient très intéressés pour ces études et cela a permis aux chercheurs d'atteindre rapidement des milliers de personnes et avoir des résultats assez rapidement pour comprendre l'efficacité et la sécurité des vaccins. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que le vaccin, c'est vraiment le meilleur moyen de pouvoir nous protéger contre le virus qui cause le COVID-19. Et les personnes qui ont déjà eu le COVID peuvent toujours se faire vacciner car l'immunité naturelle a une durée limitée et cela reste encore inconnu par les chercheurs. Et donc, le vaccin peut réduire le risque non seulement de développer la maladie sévère de COVID-19, mais ça peut aussi réduire la transmission du virus. Et les chercheurs sont en train d'encore investiguer pour comprendre un peu plus comment ça se passe. Et maintenant, je vais repasser la parole à Maman Florence. Merci beaucoup, Maman Sandrine. Ce que je peux dire pour l'instant, c'est que on peut partager un peu les rumeurs qui courent à propos du vaccin. Le système américain ici est vraiment très fort quand il faut surveiller la publication des médicaments et donner ça aux gens parce que on ne peut pas juste commencer quelque chose là et puis donner ça aux gens pour qu'ils puissent consommer ça alors qu'on sait que c'est mauvais pour eux. Il y a beaucoup de rumeurs qui courent sur dans la population, sur les médias, et parmi lesquels nous pouvons citer juste quelques. Si vous en avez aussi, on peut partager peut-être à la fin, vous pouvez nous donner des exemples de ce que vous avez appris à propos du vaccin. Mais c'est comme de COVID ne donne pas Et Maman Florence, on ne vous entend plus. Attraper la maladie à cause du vaccin. Et puis aussi, je ne sais pas si je passe encore. OK. OK, on ne peut pas attraper la maladie parce qu'on a été vacciné et le vaccin de COVID ne contient pas les œufs ou les particules de porc parce qu'il y a certaines personnes qui sont allergiques aux œufs ou bien à la viande de porc et qui pensent que s'ils se font vacciner, ils vont peut-être réagir dans ce sens-là. Je sais que souvent, quand on part se faire vacciner, à l'hôpital, on nous pose toujours la question de savoir si on est allergique aux œufs. C'est parce que dans beaucoup des vaccins, il y a effectivement des composants qui ont un peu de ressemblance avec les œufs et qui peuvent causer une réaction allergique croisée. Mais il n'y a pas les œufs, il n'y a pas les porcs dans les vaccins de COVID. Et puis, le vaccin ne change pas notre ADN. Il y a des gens qui ont pensé que parce que le vaccin a été fait sur base des molécules comment on appelle ça? De RNA messager, ça peut changer notre ADN. Ça ne change pas l'ADN parce que ça ne parvient même pas à entrer dans la profondeur de la cellule pour atteindre l'endroit là où il y a l'ADN. Alors, je crois que dans le point suivant, Maman Sandrine va nous parler de différents vaccins qui ont déjà été qui sont en cours d'utilisation pour le moment ici aux États-Unis. Oui, c'est ça. Merci beaucoup encore, Maman Florence. Donc, comme Maman Florence a dit, je vous parlerai un peu des vaccins qui sont autorisés en utilisation aux États-Unis. Mais avant, d'abord, en parlant globalement, simplement pour vous dire qu'il y a déjà 12 vaccins de COVID-19 qui ont été développés et sont en cours d'utilisation dans le monde. Et il en reste encore 57 vaccins candidats qui sont en plusieurs phases d'essais cliniques. Donc, aux États-Unis, nous avons 3 vaccins qui sont autorisés. Donc, il y a Pfizer, Moderna
Et puis le dernier qui vient d'être autorisé le week-end passé, c'est Johnson & Johnson. Et donc, je vous montre un peu la comparaison de ces produits ou de ces vaccins. Donc, Pfizer et Moderna sont des vaccins qui nécessitent 2 doses. Donc, Pfizer, 2 doses 3 semaines à part, et puis Moderna, 2 doses 4 semaines à part. Et Johnson & Johnson est le seul qui ne nécessite qu'une seule dose, mais continue toujours à faire des recherches cliniques pour étudier l'efficacité de 2 doses avec Johnson & Johnson. En ce qui concerne l'efficacité, vous allez voir que Pfizer et Moderna sont semblables en ce qui concerne l'efficacité, donc à peu près 95%. Et Johnson & Johnson, c'est entre 72% et 86%. Bon, je voudrais parler un peu de ça pour que vous compreniez un peu ce que cela veut dire. Donc, au fait, pour la FDA, l'exigence de la FDA, c'est que les vaccins atteignent un minimum de 50% d'efficacité. Et donc, ils ont vu dans les recherches aussi que les données des essais cliniques pour les 3 vaccins montrent qu'ils sont tous les 3 efficaces à 100% pour prévenir non seulement les hospitalisations, mais les décès liés au COVID-19. Et donc, à part ça, l'âge d'administration pour Pfizer, c'est à partir de 16 ans et Moderna et Johnson & Johnson, c'est à partir de 18 ans. Et maintenant, cette image ici, vous pouvez voir que les vaccins sont en cours d'utilisation. Vous pouvez voir aussi que dans le monde entier, donc Israël est le pays qui est en train de mener en ce qui concerne le nombre de vaccins déjà administrés dans la population, donc environ au-delà de 50%. Et les États-Unis se trouvent en 4e place. Et quand nous regardons dans l'État de Géorgie où nous sommes, donc on sait déjà que la Géorgie a reçu au-delà de 3 millions de doses et a administré à peu près 2 millions de ces doses. Et donc, 12% de la population en Géorgie a déjà reçu au moins leur première dose et 7% de la population a déjà reçu la deuxième dose. Et donc, je voudrais aussi tirer votre attention ici. Donc, si vous allez au site de myvaccinegeorgia.com, vous pouvez voir les catégories de personnes qui sont éligibles pour le vaccin et vous pouvez aussi vous inscrire en avance pour vous mettre sur la liste de récipients. Et donc, je repasse la parole à Maman Florence qui va vous parler un peu des personnes qui sont éligibles dans l'État de Géorgie. Alors, merci, Maman Sandrine. En fait, le vaccin, de la façon dont on est en train de les distribuer, c'est basé sur le fait que quand on a commencé à envoyer les vaccins dans différents États, on n'a pas eu suffisamment de doses pour donner à tout le monde au même moment. Alors, le gouvernement a jugé bon de choisir les priorités. Et comme nous savons tous, selon les informations que nous suivons, les personnes âgées sont les plus vulnérables qui souffrent des symptômes sévères de COVID. Les jeunes personnes, les adultes, ils peuvent attraper le virus, mais la plupart, ils peuvent facilement lutter contre la maladie. Mais les personnes vieilles et les personnes qui sont vraiment vulnérables, sont ces personnes-là qui en pâtissent beaucoup plus. Alors, les premières personnes qui ont dû recevoir le vaccin de COVID, ce sont les personnes âgées de plus de 65 ans. Certaines de ces personnes habitent dans des maisons de retraite qu'on appelle ici chez nous les nursing homes. C'est là qu'on a commencé à vacciner les personnes de plus de 65 ans, mais aussi les personnes de plus de 65 ans qui habitent chez eux à la maison ont eu le droit de se faire vacciner à volonté, bien sûr, ce n'était pas imposé. Et les gens qui vivent avec les personnes âgées à la maison pouvaient aussi aller demander de se faire vacciner pour maximiser la protection. Donc, les gens qui vivent avec leurs parents ou bien leurs grands-parents à la maison, ils pouvaient aussi aller demander le vaccin. Alors, la deuxième catégorie pour recevoir le vaccin, c'est le personnel de santé.
les gens qui travaillent dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, les nursing homes ou bien les autres centres de santé comme le WIC où on part chercher les tickets pour les enfants et les femmes enceintes. Donc, les gens qui travaillent dans des endroits-là, ils ont été aussi ils ont été mis dans la catégorie des priorités, tout simplement parce que quand on travaille dans un hôpital, on est en contact avec beaucoup de malades. Et avec le nombre qui augmente chaque jour, on a jugé bon de donner les vaccins au personnel de santé pour les protéger et aussi pour protéger leur famille parce qu'on a besoin qu'ils puissent revenir le lendemain au travail. On ne veut pas voir dans un hôpital où il n'y a personne qui vient travailler, les malades sont délaissés par eux-mêmes. Alors, la troisième catégorie qui reçoit les vaccins, ce sont les enseignants et les adultes, ainsi que les enfants qui ont des problèmes de santé et les gens qui prennent soin d'eux. Donc, si vous voyez dans toutes ces catégories, quelque chose que je peux appeler les dénominateurs communs, c'est les gens qui prennent soin des personnes qui ont été choisies pour recevoir le vaccin en premier, juste pour maximiser la protection. Les enseignants sont en contact avec les enfants et je sais qu'au début de cette pandémie, on disait que les enfants, c'était comme des porteurs sains. Ils pouvaient avoir les virus, mais ne pas développer la maladie, alors ils pouvaient facilement transmettre les virus à d'autres personnes. Et les enseignants sont les plus exposés avec les enfants parce que nos enfants vont à l'école. Bon, pour ceux qui partent à l'école maintenant, 5 jours par semaine, c'est quand même beaucoup. Alors, les adultes et les enfants avec des problèmes de santé aussi ont été pris en priorité pour le vaccin. Les gens qui ont le diabète, l'hypertension, des problèmes d'immunité, les gens qui sont obèses aussi, ce sont des gens qu'on met dans la catégorie des gens qui ont ce qu'on appelle en anglais pre-existing condition. Donc, ils ont déjà des maladies qui existent et souvent, ce sont des maladies chroniques. On leur a donné aussi priorité pour aller recevoir les vaccins. Donc, si vous savez vous connaissez quelqu'un qui a une maladie chronique, mais qui désire obtenir un vaccin, vous pouvez aussi l'informer pour lui dire que la personne peut aller demander d'être vaccinée aussi. Et c'est après que toutes ces personnes aient reçu le vaccin que les autres personnes peuvent aussi demander d'être vaccinées. Madame Sandrine, on peut aller. OK. Madame Sandrine va nous parler maintenant de la disponibilité du vaccin ici en Géorgie. Oui. Et donc, comme Maman Florence vous a expliqué, les vaccins COVID continuent d'arriver en Géorgie en quantité extrêmement limitée. Et donc, chaque semaine, le gouvernement fédéral autorise les États à commander un nombre maximum de vaccins. Et donc, l'État accorde la priorité aux personnes âgées, au personnel de santé et d'autres groupes à risque, comme Maman Florence a élaboré. Et avec ça, commande le nombre maximum de vaccins disponibles pour l'État. Après, le gouvernement envoie les vaccins commandés aux centres de santé et ce sont les vaccinateurs dans ces centres de santé qui ensuite coordonnent les vaccinations pour la communauté. Donc, c'est un cycle qui se passe chaque semaine parce que c'est une manière de pouvoir gérer le nombre de vaccins aussi, vis-à-vis aussi les conditions dans lesquelles les vaccins doivent être gardés. Donc, ça doit aussi être gardé dans des conditions assez strictes. Et c'est pour ça aussi que ça vient aussi des fois en quantité assez limitée. Et maintenant, je parlais un peu du coût du vaccin. Donc, le vaccin est complètement gratuit pour toute personne vivant aux États-Unis. Donc, si vous allez chez un médecin ou à l'hôpital pour recevoir votre vaccin, c'est normal que le personnel de santé puisse facturer peut-être votre assurance, votre Medicaid ou Medicare pour certains frais administratifs, mais vous ne devez pas payer de votre poche. Et pour ce qui concerne les personnes qui sont sans papiers légaux, donc il y a le DHS, qui est le ministère de la Sécurité nationale ici aux États-Unis, a fait une déclaration le mois passé. Et cette déclaration disait que le DHS s'engage à faire en sorte que chaque personne qui a besoin d'un vaccin puisse en obtenir
quel que soit le statut d'immigration. Et donc, la déclaration aussi indique que FEMA, c'est l'Agence fédérale de la gestion des urgences aux États-Unis, FEMA va mettre en place et soutenir des installations de vaccination fixes, des sites de vaccination temporaires et des cliniques de vaccination mobiles, et que l'immigration, ou ICE, comme on l'appelle ici aux États-Unis, ne mènera pas d'opération de contrôle, soit sur ces sites ou à la proximité de ces sites. Donc, nous espérons avoir un peu plus d'informations sur ce plan aux jours à venir. Et je vais repasser encore la parole à Maman Florence qui va vous parler un peu du vaccin, l'expérience du vaccin COVID et sa propre expérience aussi. Merci, Maman Sandrine. Pour revenir un peu en arrière sur ce que Maman Sandrine a dit, deux fois, il y a un problème de technologie. Il y a des gens qui n'ont pas Internet à la maison, des gens qui n'ont pas d'ordinateur pour se faire enregistrer. Si vous avez ces difficultés-là, vous pouvez toujours appeler les Health Department, le département de santé qui est tout près de l'endroit où vous vivez. Il y a toujours quelque part où vous pouvez avoir de l'aide pour vous faire enregistrer si vous désirez obtenir le vaccin. Alors, qu'est-ce qui se passe après la vaccination? On va parler des effets secondaires. Il y a des personnes qui développent les effets secondaires après qu'ils ont reçu le vaccin de COVID. Alors, les effets secondaires ne sont pas à confondre avec les allergies. Il y a des gens qui réagissent, qui ont des allergies quand ils reçoivent le vaccin de COVID. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très différent des effets secondaires. Parce que les effets secondaires, en fait, ça peut être des douleurs au niveau de l'injection où on vous a donné la piqûre. Ça peut être un peu de fièvre que vous allez développer. Ça peut être la fatigue, le maux de tête, les courbatures. Alors, ces effets secondaires s'expliquent, c'est tout à fait normal parce que le corps est en train maintenant de réagir au vaccin qui est entré qu'on vous a inoculé. Le corps se réveille, il regarde, il dit, mais ça, c'est quoi? C'est quelque chose, c'est un corps étranger, il faut que je me batte contre ça. Et c'est ça même l'objectif du vaccin. Quand le corps commence à réagir, il va former des anticorps qui vont reconnaître le vaccin. Et comme le vaccin a des particules qui ressemblent au virus de COVID, quand le virus de COVID va entrer dans le corps sera déjà informé. Il va regarder, dire, mais ça, c'est la personne qui nous avait attaqué avant. Où sont les militaires qui l'avaient combattu? Il faut les envoyer là-bas pour aller lutter. C'est pour ça qu'on appelle ça une réaction inflammatoire. C'est comme une inflammation que le corps développe quand on reçoit le vaccin. Alors, ces effets secondaires-là, c'est quelque chose qu'on peut gérer. Sur le site d'injection, si vous avez des douleurs, vous pouvez juste prendre un linge et avec un peu d'eau froide, vous appliquez là-bas pendant quelques minutes, peut-être 5 à 10 minutes. Ça peut qui peuvent et c'est une douleur qui est passée le lendemain, ça a diminué petit à petit, progressivement. Vous m'entendez toujours? Je suis là? OK. Alors, pour la fièvre, c'est une fièvre légère, normalement, que certaines personnes vont développer. Et la fièvre, vous pouvez la gérer peut-être en vous habillant légèrement. Ne mettez pas les habits trop lourds. Vous vous habillez légèrement. Vous buvez beaucoup d'eau pour la réhydratation. Et si vous sentez que vous ne pouvez pas supporter ça, vous pouvez prendre un peu de Tylenol, un peu d'ibuprofène, ça peut aider. La fatigue, vous pouvez vous allonger pour quelques heures. Les maux de tête, vous pouvez prendre l'ibuprofène. Les douleurs, les courbatures. Donc, ce sont des effets qu'on peut gérer et généralement, ces effets ne durent pas pendant longtemps. Ce sont des effets qui peuvent apparaître juste pendant un jour et qui vont ressembler à la grippe et puis ça disparaît le jour suivant. Alors, mon expérience personnelle, s'il faut que je partage avec vous, j'ai eu la première dose, j'ai eu la douleur à l'épaule pendant, je crois, seulement un jour. Le lendemain, ça disparaissait. La deuxième dose, quand je travaille dans un hôpital et tout le monde la plupart des gens qui ont reçu me disaient qu'ils ont fait un peu de fièvre, des courbatures. Mais moi, personnellement, quand j'ai eu la deuxième dose, je n'ai rien senti du tout. J'étais bien, ça ne m'a pas dérangé. Et quand j'ai posé la question, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été dérangés par la deuxième dose non plus.
Donc, ça dépend d'une personne à une autre. Vous ne pouvez pas prendre l'expérience de quelqu'un et vous dire que non, quand je vais prendre le vaccin, ça va me faire ça et ça. Votre corps ne va pas réagir nécessairement de la même façon que le corps de quelqu'un d'autre a réagi. On peut aller à next slide, Maman Sandrine. OK. Quelque chose d'autre qu'on doit se rappeler après la vaccination, on doit continuer à porter le masque. Les gens ont tendance à penser que quand ils reçoivent le vaccin, maintenant, ils sont libres, ils peuvent aller se promener sans masque, faire tout ce qu'ils veulent, ne pas laver les mains. Ce n'est pas ça. C'est que le CDC nous recommande. Après le vaccin, on continue à porter le masque parce qu'on doit toujours continuer à protéger les autres. Il faut qu'on se rappelle que le vaccin, quand on le reçoit, ça ne signifie pas que tout le monde a reçu les vaccins. On vit avec des gens dans la maison qui n'ont peut-être pas eu le vaccin. Et si moi, personnellement, j'ai eu le vaccin et puis je vais me promener, je peux toujours amener le virus chez moi à la maison, j'ai une famille. Et c'est ce que je ne veux pas. Le but qu'on est en train de poursuivre, c'est de vacciner le maximum des gens à l'échelle nationale. Et c'est ça qui va nous aider à réduire le nombre de personnes qui tombent malades avec le virus de COVID. Alors, nous devons continuer à porter les masques, nous devons continuer à laver les mains, nous devons continuer à faire la distance quand on est en public, toujours les hand sanitizers, les désinfectants si on n'a pas de l'eau pour laver les mains. Donc, il faut qu'on continue à observer toutes les mesures qu'on observait avant le vaccin et après le vaccin, jusqu'au moment où la majorité de la population va se faire examiner et les épidémiologistes vont étudier pour voir que le nombre a diminué et peut-être qu'un jour, on va nous donner les feux verts pour mettre notre maquillage et sortir bien, aller à la fête, comme nous, on aime bien aller à la fête. Yeah. Je crois que ça, ce sont les sites qu'on a répertoriés sur Internet pour les gens qui veulent prendre un rendez-vous pour aller se faire vacciner. Et je crois que Maman Sandrine, je ne sais pas si tu as un mot à dire là-dessus. Oui, donc comme vous l'avez dit, Maman Florence, ici, il y a certains liens et comme cette séance est enregistrée, vous pourrez vous repérer encore sur cette page ici. Mais ce sont certains endroits où vous pouvez d'abord localiser les établissements près de vous pour trouver des sites de vaccination. Et puis, le dernier lien, surtout, vous pouvez faire un rendez-vous. Donc, ce sont des liens. Le premier lien, comme Maman Florence a dit, si vous avez accès à l'ordinateur, oui, vous pouvez aller au département de santé publique de la Géorgie. Et donc, le premier lien vous donne toutes les informations par rapport aux établissements dans votre ville où vous habitez, et aussi un peu plus de détails par rapport au vaccin et aussi que les cas de COVID dans votre région. Et donc, si vous n'avez pas d'ordinateur, vous pouvez aussi, il y a moyen de trouver le numéro du département de santé publique et peut-être que Maman Di pourra nous aider à mettre ce numéro, on peut vous le communiquer, le numéro de DPH pour pouvoir le distribuer avec vous ultérieurement aussi. Et donc, je vais laisser la parole maintenant encore à Maman Florence qui va conclure notre présentation. Donc, je veux encore vous remercier pour votre attention. Merci encore, Maman Sandrine. Ça, c'est juste une petite photo que j'ai mise là parce que j'ai dit à Maman Sandrine quand j'étais petite, j'aimais beaucoup lire les aventures de Tintin. C'était un petit monsieur très intelligent. Nous devons tous venir ensemble comme des personnes intelligentes pour sortir de ce cercle vicieux dans lequel nous sommes pour le moment. Nous avons beaucoup d'activités que nous voulons faire, nous voulons voyager, donc les choses ont changé, c'est devenu un peu compliqué. Alors, c'est pourquoi nous venons faire appel à tous ceux qui veulent bien d'être des participants dans cette bataille. Nous ne devons pas rester en arrière, observer les autres, les voir lutter et puis à la fin, on vient pour participer à la victoire. Nous devons tous nous impliquer dans cette histoire. Si c'est pour porter les masques, laver les mains, nous encourager, nous rappeler les uns les autres
Et pour ceux qui veulent prendre les vaccins, en tout cas, je les encourage aussi. Maman Sandrine, si on peut aller OK. Donc, en conclusion, c'est qu'on peut dire que les vaccins, c'est un outil efficace pour lutter contre les maladies, non pas seulement à un niveau personnel, mais beaucoup plus à un niveau qui est un peu national, un niveau de toute la population. Et le vaccin fonctionne avec nos défenses naturelles. Quand le vaccin entre dans notre corps, il nous aide à fabriquer les anticorps qui sont comme des militaires, qui nous aident à être prêts pour combattre. Et le vaccin de COVID, c'est ce qu'il fait. Il nous aide à être prêts pour combattre les virus, pour qu'au cas où, même si on entre en contact avec ces virus, on ne va pas développer une maladie sévère. Et le vaccin ne peut pas être efficace si tout le monde ne participe pas. On peut fabriquer des millions de doses de vaccins, mais si les gens refusent de prendre, ça ne va pas servir à quelque chose. Alors, c'était un peu ça le but de notre workshop aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup aussi pour votre attention, pour votre temps. Je crois qu'il y a des questions dans le chat, mais je vais quand même remettre la parole à Maman Di, qui est notre modératrice du jour. Et j'aime beaucoup ces photos ici. Il y a les masques qui concordent avec les serre-têtes et tout ça. Donc, nous sommes en train de nous habituer là-dedans. Ça devient la vie normale, n'est-ce pas? Yeah. OK, merci encore, Maman Florence. Je repasse la parole maintenant à Maman Di. Merci beaucoup. Merci de votre présentation. Je ne saurais pas comment vous remercier. Vous avez été formidables. Et nous tous, on a beaucoup appris ce soir. Et j'espère que tout le monde est prêt pour les questions et répondre. Le docteur Ebama le docteur Sandrine et Florence vont répondre aux questions. Si vous avez une question, simplement, vous pouvez lever la main ou encore vous pouvez poser la question dans le chat. Sorry, Dee, can you do the setup? There's an echo, we can't hear you. Can you do the setup before? Est-ce que ça va mieux? Okay. Oh là. Hello? No. Bon, de toute façon, on passe aux questions. Merci. Levez le main ou alors mettez vos questions dans le chat. I think we're going to have to ask the doctors to do it because we can't hear you. Oui, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. Vous pouvez soit unmute, comment on dit unmute encore? Vous pouvez ouvrir votre... Okay, hold on. I need to get my question. Can I ask a question? Yes, Maman. Hello, merci beaucoup. Moi, c'est Maman Mary. Je suis la présidente de l'Association des femmes congolaises d'Atlanta. Et bien sûr, on va parler, puisque je vais saisir l'opportunité pour vous inviter à peut-être faire une présentation devant les groupes de mamans. Nous cherchons toujours les opportunités à éduquer nos mamans. Donc, vraiment, merci beaucoup pour votre présentation. Voilà. Maintenant, ma question est la suivante et j'ai mis ça dans le chat. Est-ce qu'il y a compatibilité ou incompatibilité entre le vaccin de la grippe, donc flu shot, et le vaccin du COVID? C'est-à-dire, moi, j'aimerais bien prendre le flu shot. Est-ce que je peux prendre ça? Et puis, est-ce que je peux encore prendre le vaccin? Hein, puisque flu shot, bon, un petit secret, je n'ai pas 65 ans, donc je peux prendre déjà maintenant. Mais pour Corona, bien sûr, il faut attendre de l'âge, quoi.
de toutes les façons, juste pour l'information, est-ce qu'il y a une compatibilité ou compatibilité entre les deux vaccins? Merci beaucoup, maman, pour la question, maman présidente. C'est une très bonne question que vous posez là, parce que il peut y avoir, comment on peut dire, des réactions croisées pour différents vaccins. Ce que je peux vous dire, c'est que quand vous allez faire l'enregistrement pour obtenir le vaccin de COVID, on va vous poser la question de savoir si vous avez reçu un autre vaccin dans les 3 semaines passées. Alors, si on pose cette question-là, c'est parce qu'il faut un intervalle entre le jour où vous recevez un vaccin et le jour où vous recevez le vaccin de COVID. Oui, on pose toujours cette question-là pour savoir, pour éviter des réactions croisées comme ça. OK. Je voudrais ajouter un petit mot par rapport à ça. Au fait, comme l'avantage, c'est que nous sommes maintenant, nous habitons dans l'hémisphère nord. Donc, en ce qui concerne la grippe saisonnière, la saison commence à partir de l'octobre jusqu'en mai, mais souvent, les vaccins sont déjà disponibles depuis octobre. Donc, c'est toujours conseillé aux gens de prendre, normalement, d'ici octobre jusqu'à décembre, les gens souvent ont déjà été vaccinés. Et donc, ça donne déjà assez de temps pour, ou assez d'écart maintenant pour les gens qui veulent, qui ont peut-être pris le vaccin anti-grippe en décembre ou en janvier, maintenant qu'ils veulent prendre le vaccin contre le COVID. Et moi-même, je travaille à l'hôpital. On nous oblige de prendre le vaccin de grippe. Je le prends, mais le vaccin de COVID, on ne nous a pas obligés, mais je l'ai quand même pris. Mais c'était à des intervalles de beaucoup de semaines de toutes les façons. Mais travaillant à l'hôpital, vous êtes quand même obligé, puisque vous êtes le personnel. Oui, on se sent obligé, mais on nous donne le libre arbitre de choisir de se faire vacciner ou pas. Ce qui répond à la question de, je crois, il y a, le nom c'est Kamanga, je ne sais pas si c'est une dame, je m'excuse. Elle a demandé, finira-t-on par rendre ce vaccin obligatoire, puisque vous dites qu'il faut que tout le monde le prenne pour qu'il soit efficace. Jusque-là, on n'a pas parlé d'obligation. On demande aux gens de se faire vacciner à volonté, mais on encourage la vaccination de beaucoup de gens pour qu'on puisse avoir des résultats palpables et dans un bref délai. Parce que jusque-là, l'immunité que le vaccin donne, on est encore d'étudier si ça peut rester pendant combien de temps. Alors, il faut que beaucoup de gens soient immunisés au même moment pour que le virus puisse diminuer dans sa transmission. Et aussi, seulement pour ajouter que, oui, pour le moment, bon, ça ne sera pas obligatoire, mais on peut voir peut-être des sociétés privées, par exemple, les compagnies aériennes qui peuvent commencer à exiger la vaccination. Ou on peut aussi commencer à voir peut-être des pays qui disent que non, vous n'entrez pas sans l'évidence que vous avez été vacciné. C'est un peu comme le vaccin de la fièvre jaune. Il y a d'autres pays où vous ne pouvez pas entrer sans montrer que vous avez été vacciné. Donc, je pense que ça va peut-être être de ce cas-là, mais comme maman Florence a dit, les chercheurs sont toujours en train d'étudier d'abord la longévité de l'immunité que ce vaccin donne. Et donc, on prévoit que peut-être qu'on devrait peut-être avoir un boost, comme on appelle un booster shot, peut-être après 3 ans ou après 5 ans. Mais on ne sait pas encore parce que encore on est toujours en train de vivre le trajectoire aussi de cette pandémie. Je m'excuse. Une autre question? Je peux poser une autre question? Oui, maman Marie. S'il vous plaît. OK. Maintenant, ici, c'est, j'ai besoin que vous me disiez si c'est mythe ou réalité. On a vu des gens prendre du coca, mettre le test donc le kit, et puis ils ont montré le résultat était positif. Alors, d'abord, est-ce que c'est, comme je dis, mythe ou réalité? Et ensuite, si c'est effectivement la réalité, dans ma logique à moi, c'est-à-dire si je bois du coca maintenant et que je fais le swab, mon résultat risque d'être positif. So, je vous demande, mythe ou réalité? Ça, je laisse la clinicienne. OK, merci beaucoup, maman, pour la question. En fait, j'ai vu cette vidéo-là qui a circulé.
Mais ce que je peux vous dire, nous, on va se limiter aux informations qu'on reçoit des scientifiques, des organisations scientifiques. Alors, jusque-là, je n'ai pas vu une organisation scientifique qui a parlé de ça. Donc, je ne peux pas me prononcer pour vous dire que c'est vrai. Comme on l'a dit, il y a beaucoup de choses qu'on est encore en train de découvrir à propos de COVID. Donc, je ne peux pas vous dire que c'est vrai ou c'est faux. Donc, ce n'est pas prouvé scientifiquement. Ce n'est pas prouvé scientifiquement jusque-là. OK. Yeah. OK. Fair enough. Il y a aussi une question dans le chat. Donc, maman Chantal qui demande quelle est la durée de l'immunité liée à la vaccination. La durée de l'immunité, je crois que c'est encore en train d'être étudié. Personnellement, j'ai essayé de chercher ça. Je n'ai pas trouvé comment je peux dire, une durée fixe pour l'immunité. Et c'est pourquoi je dis que l'effort, c'est de faire vacciner beaucoup de gens dans un délai court pour qu'on puisse avoir des effets palpables. Mais si vous donnez, je crois, il doit y avoir un email. Si vous donnez vos coordonnées, on peut peut-être rechercher. Si on trouve une réponse, on peut vous écrire à propos. Des questions? Je vois moi, Mimi. Maman Mimi, vous pouvez mettre le micro, on ne vous entend pas. Moi? Moi encore? Non, maman Mimi. Hello? Okay. Vous m'entendez? Oui, on Voilà. vous entend. OK, bonsoir. Je vais poser ma question en anglais, excusez-moi. Je voulais savoir, the new strain of virus that is spreading in New York. I understand that a lot of people now are trying to wear 2 masks instead of 1. So I wanted to know from you, what should we do and how should we protect ourselves better with this new strain of virus that's spreading? Good question. Très bonne question. Je peux commencer, puis Maman Florence, si tu veux. Oui. Donc, la porter 2 masques, au fait, ça a été une suggestion de Dr. Fauci qui disait qu'au fait, quand nous mettons le clinical mask et puis nous mettons maintenant le masque en tissu, ça aide aussi à garder le masque, au fait, positionné sur le visage. Parce que si vous avez déjà été parmi d'autres personnes, vous voyez qu'ils portent des masques, des fois ça glisse. Donc, ils disent qu'en portant les 2 masques, ça peut réduire maintenant la transmission, je pense, de 96%. Donc, oui, il y a non seulement le strain qui est à New York, il y a le strain de l'Angleterre qui commence déjà à circuler aussi dans les États-Unis, ainsi que le strain du Brésil n'est pas encore arrivé, mais il y a aussi celui de l'Afrique du Sud. Donc, ultérieurement, nous serons maintenant envahis de différentes souches ou différents genres de virus. Mais l'important, c'est que les vaccins, pour le moment, les vaccins qui sont disponibles ici aux États-Unis sont assez efficaces pour nous protéger contre ces différentes souches de virus. Donc, encore, même comme Maman Florence avait élaboré, elle a dit que même avec le vaccin, nous devons toujours continuer à porter le masque jusqu'à ce que nous puissions atteindre un niveau assez élevé de couverture vaccinale. En fait, si je peux, ce n'est pas quelque chose que je vais ajouter, c'est juste pour appuyer ce que maman Sandrine a dit. On doit continuer avec les protections de base qu'on avait before les nouveaux strains et ajouter un deuxième masque, c'est juste pour renforcer l'efficacité parce que ces nouvelles souches-là, ça se propage beaucoup plus facilement et plus vite que la souche d'origine. Je crois que c'est juste pour renforcer les régulations qui étaient déjà en place.
Et je sais qu'il y a des gens qui portaient déjà 2 masques bien avant les nouvelles souches. Et moi, je suis parmi, croyez-moi. Merci beaucoup. Merci, Maman Mimi. Je vois une autre question dans le chat qui dit quelqu'un qui a développé la maladie doit-il se faire vacciner puisqu'il a déjà développé l'immunité? Je vais donner une partie de réponse et Maman Sandrine peut ajouter ce qu'elle a. Alors, une personne qui a développé la maladie a sûrement développé une immunité à un certain niveau. Mais cette immunité-là ne reste pas pendant longtemps parce qu'on a vu qu'il y a eu des gens qui ont eu la maladie et qui ont encore attrapé la maladie une deuxième fois. Donc, vous pouvez toujours vous faire vacciner même si vous avez attrapé la maladie de COVID. Juste, vous soyez sûr de parler peut-être avec votre médecin ou bien un personnel de santé pour lui poser la question combien de temps après que vous soyez tombé malade, vous pouvez aller prendre le vaccin. Peut-être juste poser cette question-là, ça peut aider. Mais sinon, vous pouvez toujours recevoir le vaccin. Donc, Mme Florence, tu as tout dit. Donc, seulement pour encore appuyer sur le fait que le vaccin est important. Donc, l'immunité naturelle, elle est fun. Donc, après un certain moment, nous sommes toujours en train d'étudier. Il y a d'autres qui disent 60 jours, il y a d'autres qui disent 90 jours. Donc, comme Maman Florence l'a dit, je connais aussi des personnes personnellement qui ont eu le COVID au moins 3 fois. Ce qui veut dire que l'immunité naturelle n'est pas assez longue. Et donc, c'est pour ça que nous encourageons toujours la vaccination. Merci. Maman Présidente, vous aviez une autre question? Bon, merci. Hein? Bon, sinon, s'il y a d'autres questions, je vais attendre. Mais voici. Malheureusement, nous avons vu une très mauvaise propagande au sujet du vaccin. Et ça, c'était pratiquement au niveau, je dirais, mondial. Donc, on a vu des vidéos partout. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'ils ne prendront pas le vaccin. Et ils disent que c'était une complicité contre une certaine race, ainsi de suite. Mais je ne sais pas, comment est-ce que vous pouvez aider les gens à comprendre qu'il ne faut pas écouter tout ce qu'on dit, là, les mythes et tout ça. Il faut se fier à la science. En tout cas, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent « nous ne sommes pas les cobayes, donc vous n'allez pas nous tester et tout ça. Hein? » Et ça va même plus loin. Ils disent qu'il y a des vaccins qui sont destinés aux Américains ou aux Européens, et il y a des vaccins qui sont destinés aux Africains. Donc, il y a tellement de lavage de cerveau. Comment est-ce que vous, dans le domaine, vous gérez cette situation? En fait, c'est une situation qui est vraiment difficile à gérer parce que l'opinion publique, souvent, ça se promène plus vite et les gens y croient plus facilement que l'opinion scientifique. Alors, ce que je peux demander à tous ceux qui s'attachent à ces rumeurs, c'est de revenir un peu à la raison et voir les choses un peu d'une façon, je peux dire, un peu intellectuelle. Parce que je me dis, au début, on a dit quand les vaccins devaient sortir, avant même qu'ils sortent, comme vous avez dit, on disait qu'on allait essayer ça sur une certaine couche de population. Et puis, ce n'est pas arrivé. Mais ce vaccin-là, on l'a expérimenté sur des personnes ici sur place aux États-Unis. Alors, pour comprendre ça, moi, je me pose la question. C'est le même vaccin qu'on a fabriqué, qu'on a essayé ici aux États-Unis, ou il y avait un vaccin particulier qu'on devait envoyer quelque part d'autre pour essayer sur d'autres personnes? En tout cas, merci beaucoup. Hein? Comme vous avez dit, c'est question de ne pas se fier à n'importe quoi. Hein? Puisque... Oui, parce qu'on n'a pas le temps de faire un vaccin. OK. Je m'excuse, je suis en train d'utiliser le laptop de ma fille, alors c'était son ami qui a appelé. Alors, je ne pense pas qu'on a le temps de faire un vaccin
pour aller essayer quelque part d'autre, on dépense de l'argent pour ça. Et puis quand les gens refusent, on revient maintenant, on fait encore un autre budget pour faire un nouveau vaccin pour essayer. Et surtout que le COVID a évolué d'une façon très rapide. Je vois mal qu'on passe le temps, tout ce temps-là, à inventer un vaccin et puis un autre, et puis un autre. Donc, je crois que ce sont des opinions comme ça qui font que certaines personnes ne sont pas vraiment actives sur le plateau international. C'est à cause de ces croyances que certaines personnes restent en arrière alors que les autres évoluent. Parce que maintenant, là, on va commencer les essais sur les femmes enceintes. Il y a des femmes enceintes qui se sont portées volontaires pour ces expérimentations-là parce qu'elles veulent que les choses puissent changer. Alors, si toutes les femmes enceintes disent que moi, je ne peux pas aller là-bas, tout le monde refuse, je ne sais pas comment on va évoluer avec ça. Alors, il y a des gens qui acceptent quand même de faire ce sacrifice-là. Il faut quand même qu'on leur donne du crédit au lieu qu'on commence à critiquer beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, discrimination, tout ça, mais moi, je vois les choses de cette façon-là. Je ne sais pas si Maman Sandrine peut donner aussi son avis. Merci beaucoup, Maman Florence. Oui, comme vous avez dit, c'est au fait le problème de ce qu'on appelle l'hésitation du vaccin. C'est un problème international, un problème global. Dans tous les pays à ce même problème, y compris les États-Unis. Je peux dire que même quand il s'agit même du vaccin contre la grippe, même, il y a souvent, même parmi les personnels de santé, c'est peut-être 60% du personnel de santé qui prennent même le vaccin contre la grippe. Donc, encore beaucoup plus des efforts pour les convaincre de prendre le vaccin contre le COVID. Mais l'important, c'est que, oui, il y a beaucoup des rumeurs qui circulent. Et puis, oui, ça va circuler parce que c'est sensationnel, ça attire les attentions. Mais maintenant, nous devons maintenant aller contre ça avec la vérité, avec les faits, avec la science, avec les témoignages aussi. Donc, je peux dire aussi que, par exemple, ma sœur, ma mère se sont fait vacciner et ils en parlent aussi dans leur cercle. Ils disent non, je me suis fait vacciner, je n'ai pas eu de problème. Donc, c'est pour, au fait, briser un peu cette mythe ou briser un peu cette illusion que le vaccin va tuer les Africains, on va tuer les Noirs, par exemple. Donc, il y a vraiment, c'est toujours un problème qu'on est en train de lutter jour à jour. Et puis, ça se voit, les évidences sont que même en Géorgie, oui, il y a 3000 vaccins qui ont été déjà distribués, mais 60%, je peux dire, la plupart des récipients sont des Blancs. Les Noirs hésitent et c'est un problème. Mais moi, je me dis que si nous voulons ne pas prendre le vaccin, donc on va continuer dans ce mode de vie jusqu'à, comme on dit, jusqu'à. Donc, c'est un peu ça. Il y a un trade-off. Soit on pose les questions qu'on doit poser pour mieux comprendre que si on a des questions par rapport à la composition, par rapport à l'efficacité, par rapport à la sécurité du vaccin, c'est normal d'avoir toutes ces questions. Pour poser ces questions, informez-vous, mais prenez maintenant ce choix de soit vous vacciner ou si vous avez toujours d'autres questions, continuez à poser les questions. C'est important en fait de ne pas agir dans la peur ou dans la crainte, mais de prendre des décisions bien informées. Merci beaucoup, docteur Sandrine. On va passer à la question de Madame Chantal, qui veut savoir s'il y a des cas d'effets secondaires graves après ou de décès après qu'une personne ait le vaccin, d'après ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Les effets secondaires, il y en a eu. Les allergies, il y en a eu aussi. Je connais, j'ai eu des informations à propos d'une infirmière qui a fait des réactions allergiques et elle a même fait beaucoup de... Je crois, j'ai vu aussi quelques vidéos que je vais donner l'exemple d'une vidéo d'une femme qui a eu une paralysie d'un côté de la figure, je crois. Elle a dit que c'était après avoir eu le vaccin.
On appelle ça Bell palsy. Cette paralysie-là, c'est une paralysie que quelqu'un peut avoir même après avoir été en contact avec un virus qui n'est pas un vaccin. C'est une paralysie que quelqu'un peut avoir juste parce qu'il est tombé malade d'un virus, pas nécessairement le virus de COVID, mais un autre virus. Alors, il y a aussi une autre vidéo d'une infirmière qui s'est évanouie après le vaccin, je crois. Et cette infirmière-là, elle a fait l'interview après, elle a dit qu'elle a une condition, elle est malade, elle a une maladie qui fait qu'elle s'évanouisse de temps en temps comme ça. Ce n'était pas à cause du vaccin. Cette vidéo-là, elle est là. Elle a parlé, elle a dit, je ne veux pas que les gens se découragent à cause de ce qui m'est arrivé. Merci beaucoup. Yeah. Il y a aussi une question qui vient d'un iPhone. Malheureusement, je n'ai pas le nom. La personne nous demande jusqu'à quand la personne atteinte par la COVID-19 cesse d'être contagieuse. Donc, la personne est en train de demander la période de contagion de COVID. En fait, le problème avec les virus de COVID, c'est que tu peux être contagieux sans même savoir que tu es déjà malade, tu as déjà eu ça. Et je crois selon ce que j'ai lu sur le site de CDC, on parle à partir du 5e jour après qu'on ait été en contact avec les virus, on peut déjà être contagieux. Et la contagion est maximale quand la personne commence à développer les symptômes. Alors après la maladie, je ne sais pas si Maman Sandrine a une information à propos de ça. Non, je n'ai pas trop d'informations par rapport à ça. Je sais qu'une personne peut toujours rester contagieuse, même sans avoir des symptômes. Et c'est pour ça que c'est toujours important qu'on exige la distanciation sociale, le port du masque, laver les mains, laver les surfaces. C'est à cause de ça, en fait, parce qu'une personne peut continuer même au-delà de 5 jours, 10 jours, et toujours être contagieux parce que le virus est en train de, comme on a dit, on appelle ça shedding. Donc, c'est en train de shed du corps et ça se désintégrer. Voilà. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Oui, j'ai une question. Oh, quelqu'un a une question? Allez-y. Oui. Bonsoir, mesdames. C'est Kamanga. En fait, ce n'est pas une dame, c'est un homme. Désolé, Feli. Bienvenue. Voilà. Nous sommes très contents de vous avoir ce soir. Exactement. J'ai dit, finalement, je dois élever ma voix. J'ai envoyé des petits écrits. J'ai dit, je dois élever ma voix parce qu'on veut m'assimiler à une dame. Bon, anyway. Alors, je reviens sur les questions relatives à l'immunité parce que moi, ça m'intéresse beaucoup, cette affaire-là. Je vous ai entendu dire tout à l'heure que l'immunité conférée par le vaccin est plus longue. Alors, je veux poser cette question. Vous allez encore me dire que c'est encore sous étude, sous l'étude ou en observation. Quelle est la durée de temps pour laquelle on peut être garanti d'être immunisé une fois qu'on a pris le vaccin? Ça, c'est la première question. Et la sous-question, c'est de dire, à vous entendre dire, voulez-vous me confirmer que l'immunité naturelle que l'on peut obtenir ou développer parce qu'on a contracté la maladie et qu'on en a guéri ou qu'on a été en contact avec le virus et que le corps a réagi positivement, l'immunité naturelle est moins efficace et dure moins longtemps que l'immunité acquise suite au vaccin. Et alors, l'immunité acquise suite au vaccin dure combien de temps? Alors, expliquez-moi comment se fait-il qu'on doit plus faire confiance au vaccin, qui est une maladie en fait inoculée artificiellement à l'organisme pour qu'il développe les anticorps. Cette immunité est plus efficace que l'immunité naturelle que le corps développe lui-même ayant été en contact avec la maladie. Je ne suis pas immunologue, mais j'aimerais vous entendre sur ce point-là. OK, merci beaucoup pour cette question-là. Je crois qu'on avait déjà répondu à une partie de la question avant, mais je vais prendre la dernière partie de votre question où vous dites que
vais lui donner 2 minutes. Si elle ne répond pas, je peux tenter d'expliquer un peu. Ah, OK. Florence. Ah, si vous ne m'entendiez pas, je m'excuse comme j'avais déjà un problème de connexion de fois. Alors, je vais me répéter. Je crois, Monsieur Félix, c'est Félix, n'est-ce pas? Exactement, oui, oui. OK. Je répondais à la dernière partie de votre question. Si on demande aux gens d'aller se faire vacciner, c'est tout simplement parce qu'on ne peut pas leur demander d'aller entrer en contact avec les gens qui ont le virus pour avoir l'immunité. Donc, on ne peut pas dire aux gens, non, comme si on ne fait pas trop confiance à l'immunité donnée par le vaccin, allez chercher les gens qui ont le virus de COVID, comme ça vous l'attrapez, vous allez développer l'immunité, parce qu'on ne sait pas comment est-ce que chacun va réagir à cette maladie-là. Il y a des gens qui vont mourir de ça. Alors, ce n'est pas, je ne pense pas qu'on peut faire une comparaison sur ce point-là. Et comme il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore attrapé la maladie, pour prévenir qu'ils puissent attraper, on préfère avoir cette immunité artificielle au lieu d'attendre l'immunité naturelle. Alors, pour la durée de l'immunité, quand on donne le vaccin, je crois qu'on a répondu, on a dit qu'on n'a pas une donnée précise pour vous donner. On ne veut pas vous donner de fausses informations. On va chercher combien de temps le vaccin, l'immunité donnée par les vaccins peut durer. Vous pouvez donner votre email. Si on trouve, on va vous donner ça. Mais je crois qu'au début, quand on a commencé avec le vaccin, j'avais lu quelque part qui parlait de 6 à 8 mois pour les expérimentations du début. Mais ce sont des informations qui sont actualisées avec le temps, donc je n'ai pas l'information la plus récente sur ça. Je ne sais pas si Maman Sandrine peut ajouter quelque chose. Oui, non, tout à fait. Donc, l'immunité naturelle, donc selon les études, ça peut varier, ça dépend de la personne, mais ça peut varier entre 2 mois à 3 mois, et donc, nous, dans le domaine de santé, nous sommes dans le côté de prévention. Donc, c'est pour ça que nous pensons que le vaccin est beaucoup plus aussi supérieur, parce que pourquoi traiter quand on peut prévenir? Et donc, c'est d'abord un point, mais le deuxième point aussi, c'est que oui, le vaccin va donner une immunité un peu plus longue que l'immunité naturelle. Donc, maintenant, comme Maman Florence a dit, oui, jusque-là, avec les volontaires, ceux qui ont participé aux essais cliniques, on est en train de surveiller maintenant et les surveiller pour déterminer en fait la longévité de l'immunité. C'est ce qui se passe maintenant. Mais comme elle a dit, oui, jusque-là, on est à 8 mois, 9 mois. Et donc, on sait que COVID va rester parmi nous pour longtemps, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, nous sommes dans une période aiguë parce que c'est la pandémie. Mais dès qu'on aura contrôlé en fait, cette période et que ça sera maintenant une période normale où on fait maintenant la surveillance normale du COVID, c'est là maintenant qu'on pourra un peu mieux gérer les choses. Mais jusque-là, que ce soit dans la littérature ou que ce soit même dans le site de CDC, vous pouvez voir que l'immunité, pour le moment, on est en train de suivre les gens maintenant. On essaie de les suivre pour au moins 2 ans pour voir comment la progression au fait de l'immunité. Et c'est là qu'on aura un peu plus de détails. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Vous avez été très, très formidable ce soir. Nous avons appris beaucoup et j'espère qu'il y aura une prochaine occasion parce qu'on a assez dépassé le temps et on vous en remercie beaucoup. Je remercie aussi tout le monde qui est venu ce soir. Avant de partir, veuillez remplir le survey qui est là-bas. Ça va nous permettre d'avoir une suivi et de savoir dans quelle direction orienter la prochaine session. Merci beaucoup et bonne soirée chez vous. Merci. Je crois qu'il y aura un lien pour ce workshop, n'est-ce pas, qu'on peut partager avec les amis. Tout à fait. On va envoyer, avant de partir tout le monde, si vous voulez avoir le
le vidéo de ces workshops. Laissez votre email, on va vous envoyer. Mais envoyez ça, mais évidemment, pour nos docteurs, elles vont voir ça directement juste après la session. En tout Bonne cas, soirée à tous et merci merci. beaucoup à tout le monde d'être venu. C'était un plaisir de vous voir. Très contente de vous Much voir. love. Et maman dit, est-ce que vous avez parlé du sondage aussi? Il y a le lien dedans. C'est pourquoi c'est le lien. Oui, tout à fait. Il y a le lien là-bas. Laissez les emails, le contact. On va, si vous avez des questions, ajoutez les questions. N'arrêtez pas. Ceux qui sont sur Facebook, continuez à laisser vos questions. On aura le temps de répondre à tout le monde. Le temps nous fait défaut. Mais ça, c'est un très bon sujet. Je pense que ce n'est pas la fin. Je pense qu'on aura une autre occasion de continuer. Et je présente des excuses à ceux qui ont eu des problèmes pour nous joindre au début. Et aussi, on a eu de petits problèmes techniques. En tout cas, nous promettons de bien faire la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci. Merci.